Clémence, je suis ravie de te retrouver. Donc là, je suis avec toi pour t'interviewer sur ton parcours en Oui, fait, de femme atteinte d'endométriose. Euh, depuis ton enfance, on va remonter avant les premiers symptômes pour que tu nous parles déjà un peu de ton, les traitements que tu as eus en fait dans l'enfance jusqu'à 2018, du coup, il me semble. oui, À partir du moment où ça va commencer à peu près à se diriger vers un diagnostic de l'endométriose. Voilà. ok, Donc, est-ce que tu peux revenir un peu sur déjà dans ton enfance, les traitements que tu as eus, oui, euh, et jusqu'à voilà, 2018, du coup, un peu le parcours. d'accord. Alors en fait, moi, à l'âge de 7 ans, on m'a diagnostiqué une puberté précoce. Donc c'est-à-dire que mon système hormonal s'était déclenché et j'allais avoir mes règles très très tôt. Et donc les médecins ont préféré en fait arrêter ma croissance. Et donc j'ai été mise sous ménopause artificielle de l'âge de 8 ans jusqu'à 12 ans. Donc là j'ai eu vraiment un arrêt de tout en fait, tout mon système hormonal. Jusqu'à 12 ans. Et après, en fait, dès que j'ai eu mes règles, ils m'ont mis sous hormones pour vraiment réguler mes cycles. Donc j'avais pas de douleur, tout allait bien. C'était très calé par les hormones. Et ensuite, j'ai pris une pilule de l'âge de 16 ans jusqu'à 21 ans, à peu près. Et à 21 ans, j'en ai eu marre d'avoir tout ça, toutes ces hormones. Et donc, j'ai tout arrêté d'un coup. Et j'ai commencé à avoir mes premiers cycles naturels à partir de là. Ok. Et ensuite, petit à petit, les cycles sont arrivés, il n'y avait pas de douleur au début. Et puis ensuite, il a commencé à avoir des douleurs dans la jambe gauche, à l'arrière de la jambe gauche. Au début, c'était juste après les règles. Et puis ensuite, c'est arrivé de plus en plus fréquemment. Et puis sur toute la longueur du cycle, en fait, ça s'arrêtait plus. Donc je me suis dit que c'était pas normal d'avoir mal comme ça dans la jambe. Et donc j'ai pris rendez-vous avec ma gynéco en lui décrivant un peu mes symptômes. J'avais aussi des douleurs un peu intestinales depuis mes études. Je me disais que c'était le stress, l'alimentation. Enfin, je pensais pas du tout à ça parce que j'avais pas de douleur de règles en fait. Donc elle m'a dit ça serait peut-être bien qu'on fasse une IRM, ça peut être un des symptômes de l'endométriose. Je savais pas trop ce que c'était. Je me suis dit bon. Et donc on a fait une IRM, ça c'était il y a 6 ans. Et donc l'IRM, le radiologue a dit qu'il n'y avait rien du tout. Donc du coup je me suis dit bon il n'y a pas d'endométriose, tout va bien. Je vais chercher ailleurs. Et en même temps, en parallèle, je m'accompagnais beaucoup avec l'acupuncture, l'ostéopathie. Et puis moi, je faisais pas mal de mouvements corporels dans les formations que je pouvais faire. Donc ça m'a aidé à soulager en fait la douleur dans la jambe. Pas les douleurs intestinales, mais juste la douleur dans la jambe qui était moins présente. Elle était toujours là, mais c'était gérable en fait. J'avais réussi à retrouver un confort. Ok. Ouais. Ok. Et à partir de là, du coup, il y avait donc pas de raison a priori au niveau de l'endométriose à générer ces douleurs dans la jambe. Ouais. Donc tu es arrivé à soulager ça grâce un peu à des pratiques complémentaires, du Oui. coup, je dirais. Et donc ça a duré combien de temps en fait, ce soulagement jusqu'à arriver Alors, à ensuite 21 ans, j'ai arrêté mes règles. J'ai commencé à avoir vraiment des douleurs dans la jambe à partir de 24 ans. Il y a eu 3 ans où il ne s'est rien passé. Au niveau de mes cycles, c'était normal. Et à partir de 24 ans jusqu'à du coup 30 ans, ça a commencé progressivement. La douleur s'est installée progressivement. Ok. Ça a été vraiment intense vers 27-28 ans. Et après, moi, j'ai commencé mes pratiques. Donc en 2 ans, il y a vraiment eu une amélioration avec les pratiques corporelles, l'ostéopathie et l'acupuncture. Ça m'aidait vraiment avec les douleurs dans la jambe en fait. D'accord. Et tu peux nous parler un peu de la fréquence à laquelle tu faisais ces pratiques C'était tous les 3-4 mois, surtout D'accord. l'ostéopathie. Et puis après, les mouvements corporels, en fait, c'était déjà régulièrement, même tous les jours en fait. Quand j'ai découvert ces mouvements, en fait, je les faisais un peu tous les jours. Hmm. C'était devenu un peu une hygiène. Ok. Ok. Donc ensuite, est-ce que tu peux nous parler de la suite, Ouais. du coup, des années qui suivent ensuite, ouais. Du coup, en fait, moi, c'est venu d'un coup.
c'est pas voilà comme il n'y a pas eu de douleur de règles, mais d'un coup en fait tout s'est déclenché. J'ai commencé à avoir des douleurs très fortes pendant mes règles, pas au niveau de l'utérus, mais vraiment au niveau du ventre et de l'aine gauche. Et j'avais l'impression en fait que je faisais une crise de colique néphrétique en fait. J'avais des spasmes, un peu comme quand une femme accouche, vraiment avec des vagues de douleur, où même ça me faisait vomir, tellement c'était douloureux. Et donc là, je me suis dit, bon, bah, je suis en train de faire une crise de colique néphrétique. Et je suis partie à l'hôpital en fait. À l'hôpital, ils m'ont reçue, ils m'ont fait des examens. Ils ont vu qu'il n'y avait rien de particulier, à part une dilatation du rein en fait. Donc ils expliquaient ça en disant bah, il y a dû avoir un calcul rénal et en fait il s'est évacué et il faut le temps que le rein reprenne sa position. Voilà. Donc je suis rentrée chez moi et après bah, ça allait mieux. Et puis le mois d'après bah, ça a recommencé. Donc ça c'était en juin 2018 la première fois. En juillet ça a recommencé. Donc pareil les mêmes crises de douleur juste après le début de mes règles avec de la fièvre cette fois-ci. Et du coup j'ai déclenché une pyélonéphrite. Donc une infection au niveau rénal. Donc là, je suis allée voir mon médecin traitant, je ne suis pas retournée à l'hôpital, parce que du coup, j'avais déjà eu la même chose, donc je me suis dit, je vais voir mon médecin traitant, qui m'a mis sous antibiotiques. Et puis pareil, bah, je suis rentrée chez moi, et puis c'est rentré dans l'ordre. Donc voilà, je me suis pas posé, enfin, je me suis dit, ça va pas recommencer, c'est bon, c'est terminé, c'était un calcul qui s'est mal évacué. Et puis en fait, au mois de septembre, ça a recommencé encore une fois. Et là, c'était pas comme d'habitude. J'ai senti en fait que c'était qu'il fallait que j'aille à l'hôpital, que ça allait pas du tout en fait. J'avais beaucoup de fièvre, j'en ai jamais, donc là vraiment beaucoup de fièvre, 42 fièvres, que j'arrivais pas à faire descendre malgré voilà, des antidouleurs, enfin, pour faire descendre la fièvre, j'y arrivais pas. Et avec la douleur de plus en plus importante en fait, et plus aiguë, mais vraiment latente tout le temps en fait. Dans le rein, dans l'aine, même dans la jambe aussi, enfin, je sentais que ça allait pas du tout. Donc je suis allée à l'hôpital. Et là, en fait, ils ont pas compris, ils comprenaient pas ce qui m'arrivait, ils voyaient pas de calcul, ils voyaient que le rein grossissait beaucoup. Donc là, ils ont pas compris, ils m'ont soulagée comme ils pouvaient, avec des antidouleurs assez forts. Et puis ils essayaient de faire descendre la fièvre, mais ça marchait pas. Donc ils m'ont transférée dans un autre endroit où il y avait des urologues spécialisés. Et là, l'urologue est intervenu en fait en urgence pour déjà stabiliser la situation, parce qu'il voyait en fait qu'il y avait mais il y avait quelque chose qui empêchait en fait mon rein d'évacuer en fait au niveau de l'urtère, entre le rein et la vessie, il y avait un blocage et qui faisait qu'en fait le rein continuait à se dilater, à augmenter et s'infecter en fait. Donc il m'a mis une sonde entre le rein et la vessie pour lui permettre en fait d'évacuer, qui m'a laissé en place, qu'on appelle sonde double J, et donc il me l'a laissé en place. Et puis là il m'a dit ça serait quand même bien de faire des examens parce que c'est quand même bizarre en fait, j'arrive pas à expliquer ce que vous avez en fait. Et en même temps, donc à l'hôpital, quand j'ai été reçue, j'ai eu la chance de voir une échographe en fait qui est spécialisée en endométriose à Montauban. Et du coup, qui m'a dit mais c'est bizarre, on vous a fait une IRM pour l'endométriose parce que ça revient tous les mois, ce que vous me dites. Et donc là, je lui ai dit mais oui, on en a fait une il y a 3 ans, on m'a dit qu'il n'y avait rien, donc du coup, j'ai pas cherché plus loin en fait. Et elle m'a dit on va en refaire une parce que c'est quand même bizarre en fait ce qui vous arrive, qu'on va vérifier qu'il n'y a pas d'endométriose. Donc là j'avais une IRM de prévu. Donc là ça c'était en septembre. En octobre j'ai eu un examen des reins pour vérifier, parce que l'urologue voulait quand même vérifier que tout allait bien au niveau du rein, de l'urtère. Donc il m'a fait un examen. Il a vu qu'il y avait il y avait en fait un rétrécissement de l'urtère, mais qu'il ne l'expliquait pas. Il ne comprenait pas pourquoi c'était comme ça. Et puis après en novembre, il y a eu l'IRM en fait de programmer. Et là, voilà, le diagnostic est tombé. J'avais une grosse endométriose avec vraiment en fait l'utérus n'était pas touché, il n'y avait rien dans l'utérus, mais par contre les organes autour étaient touchés. Donc il y avait les intestins au niveau du sigmoïde, il y avait la vessie, les nerfs de la vessie, l'urtère, un peu le rein et l'ovaire gauche, et puis la jambe en fait avec les nerfs sacrés en fait au niveau du sacrum, des nerfs sacrés. Donc une endométriose assez étendue. Donc du coup pour expliquer tout ce qui est comment voilà, jusqu'au diagnostic, tout le parcours. Et donc sachant que
que du coup je note deux choses par rapport finalement peut-être à des manquements. Bon, déjà premièrement la lecture du premier RM, peut-être qui n'était pas effectuée par un spécialiste. C'est ça. Ou une spécialiste et qu'on est peut-être passé à côté de quelque chose à ce moment-là. Ouais, en fait, la radiologue, elle m'a demandé de lui ramener en fait l'autre IRM pour voir en fait s'il y avait eu quelque chose qui était aigu, qui s'était développé d'un coup, ou si c'était déjà là en fait. Elle voulait vérifier ça et du coup en fait elle m'a dit mais c'était déjà là il y a 3 ans, il y avait déjà des kystes. Mais en fait c'est important en fait que l'IRM soit faite par un spécialiste en fait qui sache interpréter les radios en fait. Et du coup c'était pas le cas il y a 3 ans. Donc, voilà, donc ça c'est important en effet à garder en tête. En tout cas une des leçons que ton parcours peut nous donner déjà. Et je pense également à une deuxième chose, c'est quand tu as parlé du coup que lors de la deuxième crise, où le médecin finalement te prescrit des antibiotiques, parce qu'en effet il y a une infection au niveau du rein, mais là peut-être qu'il y a une carence parce qu'on n'est pas allé examiner pourquoi il y avait une infection du rein en fait. On a cherché à enlever l'infection sans chercher la cause de l'infection. Et on était resté vraiment sur le calcul rénal qui s'était pas évacué en fait. Et cette hypothèse-là. Et il n'y avait pas de lien en fait entre les règles et cette infection. Ça c'est vraiment. Il a fallu que ça se répète 3 fois en fait sur 3 cycles pour qu'à un moment donné on commence à se dire mais c'est pendant mes règles et après mes règles que tout en fait bascule à chaque cycle en fait. Pour s'aggraver vraiment au fur et à mesure des cycles d'un coup en fait. Ok. Donc on va parler donc à partir du moment où tu as eu donc c'était en fin d'année du coup 2018 c'est ça. Fin d'année 2018, donc tu as eu une troisième crise au niveau de ton rein gauche du coup, c'est ça, rein gauche. À partir de là donc l'échographe du coup diagnostique que c'est à cause, ou en partie à cause de l'endométriose, qu'il y a ce problème rénal, du coup, parce que les uretères sont bouchés, etc. Donc à partir de là, qu'est-ce qui t'est proposé, en fait, comme traitement pour solutionner ça, en fait Donc juste après que le diagnostic a été posé, je suis allée voir ma gynéco, du coup, pour lui faire part du diagnostic. Et du coup, elle m'a dit que c'était très étendu, donc il fallait déjà me mettre sous hormones et sûrement sous ménopause artificielle. Donc là, du coup, pour moi, j'ai pleuré, quoi. Je me suis dit non, c'est pas possible. Ça peut pas recommencer. Parce que pour moi, ça avait été vraiment dur, en fait, d'avoir ce traitement, d'être stoppée totalement. Déjà par le passé, dans ton enfance. Donc là, qu'elle me dise ça, que peut-être ça va être ça qui va m'être proposé, c'était pas possible à entendre. Et après, elle m'a dit, de toute façon, il va falloir passer par une opération. C'est quasi obligé. Parce que là, les kystes, ils vont pas sécher tout seuls. Voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc, il faut que vous allez voir un chirurgien. Donc là, elle a tout organisé. Et du coup, je suis allée voir un chirurgien sur Toulouse. Je sais plus comment il s'appelle. Mais du coup, un chirurgien d'endométriose. C'était très rapide. Du coup, c'était au mois de décembre que j'ai pris rendez-vous. Donc j'ai eu un rendez-vous très rapide avec le chirurgien et qui du coup en voyant mes clichés m'a dit il faut enlever un morceau d'intestin, il faut dériver l'urtère, il faut enlever les nerfs de la vessie. Je peux pas toucher aux nerfs sacrés, c'est trop compliqué, ça va créer des douleurs neuropathiques. Mais vraiment avec du coup un impact sur ma vie. C'est-à-dire qu'après l'opération, il y allait avoir une poche de stomie de mise en place, une sonde pour faire des autosondages pour aller aux toilettes. En fait, que tu gardais à vie, en fait. Ouais. Il n'y avait pas de... Si on enlève les nerfs de la vessie, en fait, ça ne va pas repousser. Donc, du coup, il y avait les nerfs de l'autre côté, mais c'était pas sûr que j'allais pouvoir récupérer. En fait, c'était... c'était irréversible, on va dire. Avec aucune garantie que, du coup, j'aille mieux après. Même en termes d'avoir des enfants, voilà, c'était... il n'y avait aucune garantie. Donc, j'étais un peu choquée, en fait, d'entendre ça. Et je ne m'attendais pas à ça, en fait. Vraiment, d'entendre que j'allais avoir une poche, une sonde. Pour moi, en fait, l'opération, c'était
enlevé, enfin j'avais m'étais un peu renseignée, mais c'était enlever des petits kystes et puis que ça allait aller mieux en fait, que ça allait m'aider. Mais là en fait non, c'était une opération qui allait m'handicaper. Donc du coup c'était pas possible à entendre. Et puis la façon aussi de l'annoncer, c'était comme si lui il était très neutre, c'est son boulot, mais de me dire bah voilà, là on va vous enlever ça, vous voyez, puis là c'est ça, puis là ça va être comme ça, et puis ça va durer tant de temps, et puis et en fait il m'expliquait ça comme si j'étais pas une personne en fait. Une voiture qu'on allait Ouais, voilà, un peu, réparer, c'est ça. mais qui n'allait plus rouler comme avant, quoi. Ouais. Et du coup j'étais là, mais j'étais pas là en fait. J'écoutais ce qu'il me disait. Il me disait vous avez des questions. Je n'avais pas de questions parce que en fait j'étais pas présente. J'étais un peu à côté de mon corps en train de l'écouter et en train de me dire mais en fait c'est pas moi, il parle pas de moi. Un peu dans le déni de la situation, de me dire bon, non c'est pas vrai, c'est un cauchemar, tu vas te réveiller, tout va bien. Et en plus j'y étais allée toute seule parce que je voulais pas... je m'étais dit je vais y aller toute seule, mon mari m'attend dans la salle d'attente. Donc je suis sortie de là, je parlais plus, je me disais mais non c'est pas possible. Enfin, j'étais dans un état de choc en fait. Dans le déni aussi de me dire non en fait c'est pas vrai, ça va aller. Voilà. Bon après l'état de choc passé, du coup je me suis dit tu peux pas rester comme ça, il faut aller voir un autre avis. Donc là je suis allée à Bordeaux, à la clinique Tivoli. Et du coup je suis allée voir le professeur Romain. Romain, ouais. Romain, ouais. oui c'est ça, Romain. Ouais. Ouais. J'ai oublié depuis. Du coup c'est pareil, ça s'est fait rapidement. En janvier j'avais rendez-vous, donc c'était vraiment... tout s'est fait très rapidement. Il m'a reçu, il est très bienveillant. Donc ça c'était important que ce soit dans l'examen gynéco et dans ses paroles. Il avait une approche plus conservatrice, mais quand même. Il fallait enlever les nerfs de la vessie, c'était trop, il y avait un gros kyste. Il ne me proposait pas une dérivation de l'urtère, mais de gratter autour de l'urtère les kystes. Il fallait m'enlever, pareil, gratter les nerfs au niveau du sacrum, et donc avec un impact peut-être des douleurs neuropathiques, avec un traitement neuroleptique après. Il y avait aussi une partie de mon vagin qui allait être enlevée. Voilà, donc du coup, ouais, je l'avais pas dit, mais ouais. Avec une conséquence du coup? Non, pas forcément de conséquences, mais non. Pour moi, psychologique, de me dire que j'allais avoir une partie de mon intimité qui allait être enlevée, c'était compliqué. Ouais. Il allait gratter au niveau des intestins, mais il n'allait pas m'enlever un morceau d'intestin, parce qu'il considérait que ça pouvait avoir plus d'impact après qu'avant. D'accord, que les conséquences de l'opération pouvaient être plus lourdes après, lourdes à supporter que... créer des douleurs en fait, et que du coup il intervenait vraiment sur l'intestin quand il y avait trop de symptômes. Et moi il n'y en avait pas assez en fait au niveau intestinal pour justifier une opération en fait, et avoir une poche de stomie en fait, parce que c'est quand même... du coup on parle quand même d'une atteinte après qui n'est pas négligeable. Ouais. Mais il y allait avoir un autosondage de ma vessie 6 fois par jour, avec pas de garantie que je récupère, parce que du coup si on a les nerfs de la vessie à gauche, il y en a à droite, mais est-ce que vraiment je vais récupérer ça? Et en fait il n'avait aucune garantie à me donner en fait. Et puis une opération lourde, je crois que c'était 6 heures de chirurgie, de la réa, enfin je me disais mais c'est pas possible en fait, je peux pas faire ça. Donc là aussi un peu en choc quand même si c'était plus doux à entendre, et que j'avais déjà eu la première étape de l'annonce, je l'ai mieux accueilli. Ouais, le premier avis, là c'est un deuxième avis qui est moins impactant. C'est ça, mais quand même. Mais quand même, je sentais que je pouvais pas faire ça. En fait, je pouvais pas faire ça à mon corps. Donc du coup, je suis ressortie de là en me disant bon ben, je vais réfléchir. Et il me disait ce serait bien de pas trop attendre, de programmer l'opération en mars. C'était en janvier, il me disait de programmer l'opération en mars. Donc je me suis dit je me laisse du temps. Mais t'avais 2 mois quoi. J'avais 2 mois, ouais. Entre temps, du coup, dès que j'ai eu le diagnostic, je me suis dit moi je vais faire quelque chose pour moi déjà. C'est trop grave en fait. Donc même si passé l'annonce, le choc et tout ça, je me suis dit il faut que tu te bouges. Donc j'avais lu que l'alimentation c'était bien.
de changer l'alimentation anti-inflammatoire, que ça pouvait vraiment aider dans les douleurs, dans les symptômes. Donc je me suis dit, t'as rien à perdre, vas-y. Donc j'ai commencé à mettre en place l'alimentation. Mais du coup, moi, j'ai pas fait progressivement, j'y suis allée d'un coup en fait. J'ai changé radicalement du jour au lendemain toute l'alimentation. Donc plus de gluten, plus de maïs non plus. J'avais vu que le maïs, même si c'est sans gluten, ça m'allait pas. Plus de lactose du tout. J'étais allée voir une naturopathe qui m'a aidée à nettoyer mon corps parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'oxydation, d'inflammation. Donc vraiment une grosse détox du corps. Ça m'a vachement aidée. Tout de suite, ça s'est apaisé dans mon ventre, dans mon corps. Je sentais que c'était important, cette alimentation qui change. Oui, c'est pas juste quelque chose que tu as fait parce que c'était bien, ouais. Mais tu as senti des effets corps. En fait. Ouais. Mais assez rapidement. Dans le mois où j'ai mis en place l'alimentation, c'était beaucoup plus apaisé. C'était assez rapide comme effet. Donc, surtout au niveau intestinal, du coup, oui. Tu as senti à ce niveau-là. Intestinal et en fait au niveau, parce que du coup la douleur au niveau de l'aine gauche et du rein, elle était là en fait, tout le temps. Il y avait vraiment une douleur, même dans les 3 premiers mois, là, septembre, octobre, novembre, des fois j'avais du mal à marcher en fait. Même marcher c'était compliqué parce que ça touchait peut-être les muscles ou je sais pas, donc je sentais que cette zone de mon corps, je pouvais plus mettre des pantalons serrés, je pouvais plus toucher cette zone, c'était trop douloureux en fait, même au toucher. À fleur de peau, ouais. Et donc du coup, l'alimentation venait vraiment faire un pansement, apaiser en fait cette zone. Et je voyais que quand je mangeais certains aliments, du coup ça venait redéclencher des douleurs et voilà, quand j'arrêtais le gluten, tout de suite, D'accord. Donc par ces douleurs, par ces ressentis, tu avais aussi la confirmation que ce que tu mettais en place marchait. Ouais. Pour toi. Ouais. Et du coup, je me sentais actrice donc, dans tout ça, dans ce diagnostic où on me disait il faut se faire opérer, il faut se mettre sous ménopause artificielle, où j'avais l'impression de subir et que c'était plus mon corps, c'était l'autre qui décidait pour moi. Mais là, moi, je pouvais avoir une action en fait et me dire je me fais du bien en fait. Donc ça, c'était important. Et après, je suis allée faire un soin en fait. Donc je connaissais une dame en fait qui faisait ce qu'on appelle une bénédiction de l'utérus. Donc c'est pour aller nettoyer l'utérus. Je me suis dit, ça pourrait peut-être être pas mal, me faire du bien, vu tout ce qui se passe. J'avais vraiment confiance en cette personne, ça c'est important aussi. Et ce soin, en fait, il se passe par une visualisation. Elle me guide, en fait, m'a guidée pour visualiser, en fait, que mon utérus se nettoyait, des mémoires donc, de ma famille ou des mémoires que j'avais pu vivre moi, des émotions, pour aller libérer, en fait. Donc c'est quelque chose qu'on active en soi pour aller libérer. Et ensuite, il y a eu une deuxième phase en fait dans ce soin qui m'a vraiment touchée. En fait, elle m'a demandé, ça s'appelait la visualisation de régénération de l'utérus. Et en fait, elle me demandait de visualiser vraiment que j'envoyais de la lumière et que je régénérais en fait mon utérus et les zones en fait douloureuses de mon corps. Et là, il s'est vraiment passé un truc en moi en fait. J'ai senti que de faire ça, il y avait une immense chaleur, il y avait quelque chose qui se libérait, qui s'apaisait. Et par ma pensée en fait. Parce que même si elle me guidait, je sentais que c'était moi qui avais une action dans mon corps. Et donc je suis ressortie de là, je me suis dit, il s'est passé quelque chose, il y a eu un truc quoi. Et d'ailleurs, j'allais mieux, je sentais que c'était apaisé, c'était plus doux. Donc je me suis dit, peut-être que moi, par la visualisation, par l'intention, je peux aller agir aussi sur mon corps. Donc du coup, j'ai pris cette méditation, je lui ai demandé si je pouvais la recopier. Je me la suis enregistrée avec ma voix et tous les jours, en fait, je me l'écoutais. Je faisais aussi un peu de yoga, de mouvements doux pour détendre mon corps. Et j'écoutais cette méditation. Donc ça, c'était depuis décembre jusqu'à les 2 mois là, où il y a eu tous ces rendez-vous. Je faisais ça tous les jours, plus l'alimentation. Et j'ai vu en fait que ça m'avait vraiment aidée. Déjà là, je le sentais mieux dans mon corps. Et en fait, pour faire l'examen de l'IRM, le chirurgien m'avait enlevé la sonde en fait, qui faisait le lien entre le rein et la vessie. Et il m'avait dit, on laisse un petit laps de temps, mais il faut en remettre une, parce qu'en fait, les kystes étaient vraiment comprimés au niveau ça venait vraiment comprimer l'urtère. Et donc il m'avait dit,
c'est pas possible, vous pouvez pas vivre sans sonde en fait. Ça va recommencer, votre rein il va recommencer à s'infecter. Donc en fait, on va remettre une sonde au mois de décembre. On l'enlève temporairement juste pour l'examen, quoi. C'est ça. Donc du coup, normalement, en décembre, il y avait un rendez-vous de programmé pour, sous anesthésie générale pour me remettre une sonde. C'était ça qui était prévu. Entre-temps, il y a eu l'alimentation, il y a eu ce soin avec cette visualisation et moi qui ensuite ai continué à faire tout ça. Et tes mouvements au quotidien aussi. Oui, je faisais des mouvements de restorative yoga. Donc c'est vraiment des mouvements où on reste longtemps dans les postures avec des coussins. En plus, c'est très cocooning, voilà. Et où vraiment ça vient détendre en profondeur les muscles, les fascias, avec la respiration aussi. Donc c'est pas du yoga où on est dynamique, c'est du yoga où on est aussi dans revenir à son corps, détendre en profondeur et dans cette intention vraiment de se faire du bien. Donc je faisais tout ça, ce qui m'apportait beaucoup de bien-être et de détente et pour le mental aussi, me dire je me fais du bien, c'était important. Et entre-temps, du coup, je sentais que mon rein, ça allait en fait. Et j'ai décidé de changer en fait d'urologue. Ça s'est fait un peu par hasard. Dans la même salle d'attente, en fait, il y avait 2 urologues. Et en fait, moi, j'avais rendez-vous avec un monsieur. C'est lui qui était intervenu en urgence. Et du coup, il y avait une dame, en fait. Et quand je l'ai vue, en fait, cette dame, je me suis sentie appelée. Je me suis dit, mais en fait, elle a l'air chouette. Donc, du coup, je me suis renseignée et elle était très bienveillante, très douce. Il y avait beaucoup de bons avis. Donc, du coup, je suis allée un peu en me disant, je vais voir. Ouais. Et je suis allée voir la secrétaire en disant, en fait, est-ce que c'est possible de prendre un rendez-vous? Je suis avec telle personne, est-ce qu'on peut transférer mon dossier? Et du coup, elle m'a pris tout de suite, en fait. Pareil. Tout s'est bien déroulé, en fait. Et du coup, cette personne, cet urologue m'a dit, mais peut-être si, au lieu de remettre une sonde tout de suite, ça fait des anesthésies générales, ça fait beaucoup de... Enfin, ça vous fait prendre des risques, en fait. Et puis on ne sait pas quand vous allez vous faire opérer, donc peut-être il faudra l'enlever, en remettre une, parce qu'on ne peut pas la laisser pendant des années en fait. On peut la laisser quelques mois, la sonde, mais après, c'est quand même un corps étranger dans le corps. Donc il faut les changer, enfin au bout d'un moment, il faut la changer. Donc elle m'a dit, c'est quand même une lourde intervention. Peut-être on peut déjà commencer par faire des échos du rein et vérifier si votre rein il va bien jusqu'à la décision d'opération, et puis on verra à ce moment-là. Ça m'allait bien en fait. Je me suis dit, ouais, ça c'est pas mal. C'est donner une chance à mon corps aussi. Donc on a commencé à faire ça. Et en fait, entre les pratiques et puis je me faisais des échos toutes les semaines, on voyait que mon rein, en fait, il allait de mieux en mieux. Il diminuait au niveau du volume, il était revenu normal. Donc en fait, elle me disait, mais vous n'avez pas besoin de sonde, vous allez bien. Votre rein, il va bien, il s'écoule bien. Donc il y avait le discours du médecin qui voyait sur les images que c'était pas possible de vivre sans rein, enfin sans sonde. Et puis du coup ces images qui me montraient et puis m'ont ressenti dans mon corps que ça allait mieux en fait. Donc du coup là il y a un truc qui s'est passé en moi, je me suis dit on est en train de me dire qu'il n'y a pas d'autre solution que de se mettre sous ménopause artificielle, que de m'opérer et de m'enlever tout ce qui va pas. Me dire que du coup c'est pas possible de vivre sans sonde, et là en fait je suis en train d'expérimenter qu'il y a peut-être un autre chemin possible en fait. Oui, tu le vivais dans ton corps et des examens médicaux mesurables confirmaient ce que tu ressentais. C'est ça, ce qui m'a aidée aussi, parce que du coup des fois on peut vivre des choses dans son corps et puis on sait pas trop ce qui se passe. Mais là je l'avais vraiment, visuellement je voyais que ça allait mieux en fait, et puis j'avais quand même un médecin qui me le disait aussi. Donc c'était important. Donc du coup, là ça a vraiment bougé en moi et je me suis dit que peut-être il y avait une autre voie en fait de possible qu'on me proposait en fait. Donc juste avant, tu nous as parlé un peu du parcours médical, enfin en tout cas des traitements qui t'ont été proposés suite à la découverte du coup, de l'endométriose, en particulier de ce qui touchait le rein. Et donc tu évoquais le fait que un autre chemin était possible. Oui. Voilà. Avec l'alimentation, avec tout ce que tu as mis en place. Donc à partir de là, est-ce que tu peux nous parler donc, un peu plus précisément du cheminement que toi tu as fait pour en arriver aussi jusqu'à ce travail que tu développes du coup maintenant sur les émotions, sur tout ça, donc peut-être aussi évoquer les formations que tu as fait. Okay.
la parole au bébé, etc. Oui. Donc oui, à partir du moment en fait, où il y a eu le diagnostic de poser, tout ce que j'ai mis en place, l'alimentation, la visualisation, et puis les discours médicaux qui me disaient que voilà, la seule solution, la seule issue possible pour moi, c'était l'opération. Et puis au final, cette voie qui s'est un peu ouverte devant mes yeux, en fait, en me disant mais peut-être il y a un autre chemin, en fait, mais il n'existe pas, mais je peux peut-être voilà, le créer, le découvrir. Donc là, je me suis dit, je vais avancer un peu comme ça. Donc ça, c'était les premiers mois. Je vais avancer comme ça, voir comment ça va. Et puis, j'étais quand même encore entre deux, en train de me dire... je me laisse un peu de temps et on verra pour l'opération. Je me laisse un peu de temps, on verra pour l'opération. Donc ça a été janvier, février, voilà, jusqu'en mars, où je me disais ça. Et puis après, quand même, je me suis dit... mais qu'est-ce que je veux en fait? Parce que là je suis en train à moitié de me préparer pour une opération peut-être, en même temps je suis en train de faire plein de trucs pour moi, j'étais un peu tiraillée en fait, du coup je m'éparpillais aussi un peu, et je me suis dit qu'est-ce que je veux en fait? Est-ce que j'en veux de cette opération vraiment, si j'étais honnête avec moi-même? Et je me suis dit non, j'en veux pas en fait, je veux pas de cette opération, c'est pas ok pour moi. Du coup j'ai décidé de pas me faire opérer, vraiment là je l'ai posé en me disant non, je me fais pas opérer et je tente autre chose. Et donc là, à partir de ce moment-là, j'ai continué l'alimentation, j'ai continué cette visualisation que je mettais en place tous les jours avec les mouvements de yoga et des mouvements aussi que j'avais appris en shiatsu périnatal qui sont beaucoup sur ce qu'on appelle les vaisseaux merveilleux, l'utérus, le cycle hormonal, et donc j'intégrais tout ça en fait dans ma pratique au quotidien. Ouais. Pour tester en fait, je voyais que ça me faisait du bien. En même temps, je m'étais inscrite à des cours de yoga en ligne parce que pour moi, aller à des cours de yoga présentiels, c'était une fois par semaine, des fois j'étais pas bien, c'était compliqué, donc du coup je m'étais inscrite à des cours de yoga en ligne et je me faisais vraiment mon petit espace à la maison et voilà, je regardais des petites vidéos pour apprendre en fait et après les faire moi-même chaque jour en fait, à la demande quand j'en avais besoin. Donc j'ai mis tout ça en place et en même temps je suis allée voir plein de thérapeutes. J'ai commencé à me dire du coup il faut maintenant que si tu as décidé de ne pas te faire opérer, il faut que ça marche. Donc du coup donc je suis allée voir plein de thérapeutes pour que ça aille vite en fait, pour me dire il faut que je guérisse, il faut que ça s'en aille, il faut que j'y arrive. Cette décision elle est prise, mais du coup il faut que je me donne les conditions le plus possible pour... C'est ça. Donc j'allais voir toujours ma naturopathe, vraiment qui m'a accompagnée. Je suis allée voir aussi quelqu'un qui faisait de l'ayurveda, parce que je trouvais ça intéressant, l'approche. Ça m'a beaucoup aidée aussi de me dire, en fait, selon l'ayurveda, on a tous une constitution unique quand on est, et qu'en fonction des aliments qu'on mange, des pratiques de yoga, du rythme intérieur qu'on a, en fait, si on le respecte, du coup, ça nous maintient en équilibre, en fait. Mais cette pratique, en fait, elle est unique pour chaque personne. On n'a pas tous la même constitution. Donc, il n'y a pas un protocole pour... voilà. On peut calquer à chaque personne. C'est ça. Ouais. Donc, du coup, ça, je trouvais ça intéressant. Et donc, j'ai pu établir mon profil, mon déséquilibre et voir ce dont j'avais besoin. Je voyais aussi que, du coup, il y avait des conflits, enfin, pas des conflits, mais des contradictions, en fait, entre... l'alimentation anti-inflammatoire où il fallait manger beaucoup de noix, de noisettes, d'amandes, et puis cette pratique de l'ayurveda où moi j'étais beaucoup pitta en déséquilibre, donc c'est beaucoup l'élément feu, et en fait pour les gens qui sont pitta, il faut pas manger d'amandes, pas manger de noix, de noisettes, des choses comme ça. En fait ça venait un peu se contredire, donc je me disais mais il y a trop d'infos, qu'est-ce que je fais? Donc ça c'était la première, voilà. Donc j'ai fait un peu au feeling comme je le ressentais, mais j'étais quand même en train de me dire qu'est-ce qui est vraiment bon pour moi dans toutes ces choses. Et du coup, dans cette phase-là, j'étais un peu à me mettre la pression de vraiment, il faut que j'y arrive, il faut que je guérisse, il faut que mon rein il aille mieux, dans une espèce de résistance de je veux que ça s'en aille, et puis rapidement en fait. Je veux reprendre ma vie normale. Ouais, je veux reprendre ma vie normale d'avant. Volontariste, du coup, il y avait une dynamique. Une dynamique de, on y reviendra, mais de non-acceptation. Ouais, c'est ça. Qui est là, quoi. Oui, c'était tellement grave, je voulais que ça s'en aille en fait. Et je voulais retrouver ma vie d'avant,
ma vie où je pouvais travailler, où je pouvais faire des choses, parce que du coup là j'étais arrêtée complètement. L'endométriose ça m'a mis à plat en fait, entre mon rein qui m'avait lâché, j'étais très basse au niveau de l'énergie, des fois j'arrivais pas trop à marcher, donc en fait j'avais envie que ça passe vite pour reprendre ma vie d'avant. Je voyais les autres qui avançaient dans leur vie et puis moi j'étais un peu au point mort, donc du coup j'allais voir plein de monde. Et des fois c'était trop parce qu'en fait du coup j'avais pas le temps d'intégrer un soin avec quelqu'un, que du coup j'en faisais un autre. Je me disais qu'il y en avait jamais assez parce que il fallait que ça aille vite, donc puis je voyais pas forcément les effets du coup des soins. Et du coup oui j'acceptais pas en fait, j'acceptais pas l'endométriose, je voulais qu'elle s'en aille. Du coup, donc juste avant, tu évoquais le fait que tu étais dans une dynamique en fait donc moi j'ai employé le terme non-acceptation. Oui. Donc par rapport à la façon dont tu vivais l'endométriose, où tu ne voulais plus de l'endométriose, oui. Donc par rapport à ça, est-ce que tu as du coup un message en particulier sur ce que tu as vécu à ce moment-là? Comment tu l'as vécu et qu'est-ce qui s'est passé aussi finalement pour toi juste après, qui fait que tu as pu traverser en fait cette phase de j'en veux pas et passer finalement à évoluer vers une autre phase que la maladie t'a proposé de traverser pour évoluer en fait. En fait il y a eu différentes phases. Il y a eu la phase où on me proposait l'opération et où je voyais pas d'issue, où j'avais l'impression que j'allais pas y arriver, que c'était un peu désespéré, à me dire pourquoi ça m'arrive à moi, enfin voilà, beaucoup de colère, d'injustice et puis de déprime, enfin vraiment, à me dire je vais pas y arriver, c'est pas possible, qu'est-ce qui m'arrive, comment je vais faire. Après il y a eu la phase où peut-être il y a une autre voie, avec au final cet urologue qui est arrivé sur mon chemin, l'alimentation que j'avais mis en place, les mouvements, la visualisation qui m'a montré que en fait, j'avais vraiment un impact positif sur ma santé. Et donc ça a été le déclic de me dire en fait je peux peut-être faire quelque chose pour moi. Et donc avec cet urologue qui m'a proposé de faire les échographies régulières et de voir en fait que ça avait un impact, de le voir sur image en fait. Et après, quand j'ai pris la décision de ne pas me faire opérer, en fait, ça a été une décision pas facile à prendre, en fait. D'ailleurs, j'étais suivie par une psychologue qui me suivait déjà avant et qui m'a aidée un peu à dénouer tout ça. Mais en fait, j'étais toujours entre deux, entre le discours médical et qui est quand même le discours qu'on écoute, qui est vous n'avez pas d'autre choix que de vous faire opérer, c'est trop grave, c'est trop étendu. Vous n'aurez jamais d'enfant si vous ne faites pas ça. Et puis voilà, ça ne va pas partir tout seul, ça ne va pas régresser tout seul, ces kystes, donc c'est votre seule voie. Et puis moi, ce que je ressentais au fond de moi, de l'assumer en fait, vraiment de me dire c'est pas juste à moitié, parce que du coup là j'étais en train à moitié de me préparer. Je faisais des séances d'hypnose, je voulais faire des séances d'hypnose pour l'opération, me dire comme ça va bien se dérouler, et puis en même temps je faisais des choses pour moi en me disant non, je veux autre chose. Donc j'étais un peu dans cette espèce de tiraillement intérieur et je l'assumais pas en fait, ce que je ressentais en moi, je l'assumais pas du tout. Et du coup il y avait aussi mon entourage à côté qui avait ses propres peurs, qui me disait mais tu vas pas te faire opérer, mais quand même c'est grave, peut-être tu vas perdre ton rein, puis ça se trouve t'auras pas d'enfant. En fait, il y avait une pression. Ouais, tu vivais une réelle pression, une dissonance entre ton ressenti qu'actuellement tu étais en train de marcher sur un chemin vers un mieux. Ouais. Mais toujours le doute de est-ce que ce mieux est vraiment possible, parce que tout autour de moi, on me dit la que médecine actuelle qui a autorité et a priori la connaissance sur ce qui peut se produire ou pas, c'était pas voilà, ça se rejoignait pas quoi. Non, c'était à l'opposé en fait. Ouais. Donc en fait je me disais mais est-ce que tu n'es pas complètement folle de faire ce chemin, est-ce qu'il faut pas écouter les médecins, en fait j'étais vraiment dans ce truc là, et en fait à un moment donné je me suis dit mais qu'est-ce que tu veux en fait toi au fond là, parce qu'en fait
ok, les gens ils me disent tout ça, mais c'est moi qui vais vivre avec une poche après, c'est moi qui vais vivre avec les nerfs de la vessie qui seront plus là, avec aucune garantie, donc il n'y a que moi qui peux savoir en fait. Donc en fait, à un moment donné, je me suis dit, bon bah, je la prends cette décision, en fait, je veux pas l'opération. Et je me suis autorisée à me dire ça. Oui, en fait, c'est ça que je veux, moi. Même si les autres, ils pensent pas ça, moi, c'est ce que je ressentais au fond. Et du coup, j'ai pris cette décision au mois de mars. Je me suis dit, non, je me fais pas opérer. Je tente. Je tente vraiment cet autre chemin, en fait, j'y vais. Mais par contre, j'y vais à fond. Ouais. Tu as été à fond, mais tu as été entourée par des professionnels, donc que ce soit des professionnels complémentaires, mais aussi médicaux, j'entends, classiques. Mais en fait, j'ai eu cette chance, oui, de m'entourer. C'est-à-dire que déjà, j'avais quand même accepté un traitement hormonal. C'était pas la ménopause artificielle, mais j'avais une pilule qui me permettait, en fait, je la prenais en me disant... Donc, c'était une pilule en continu qui me permettait de ne pas avoir mes règles. Et je me disais, c'est une béquille. Parce qu'en fait, c'était tellement le bazar à l'intérieur que d'avoir des règles tous les mois avec un risque pour mon rein, je me suis dit, c'est trop, en fait. Donc, j'ai accepté cette pilule qui avait quand même un peu d'œstrogène. Donc, j'étais pas non plus dans une pilule progestative qui peut quand même faire beaucoup d'effets secondaires. Il y avait un petit peu d'œstrogène dedans. Et j'ai jamais eu d'effets secondaires, en fait. Je la prenais en me disant tous les jours, merci d'être là, tu vas m'aider à stabiliser les choses et un jour j'aurai plus besoin que tu sois là, donc je pourrai arrêter quoi. Donc j'étais... C'était un moyen pour toi de mettre en place le reste, parce que sinon ça aurait été trop risqué ou alors trop douloureux et du coup une difficulté à mettre en place des choses c'est ça. Sur le long terme. J'avais besoin de cette garantie-là. Et puis à côté, donc, il y avait toujours l'urologue qui était là au cas où, qui me faisait des échos régulières. Donc on essayait de se dire tous les 2-3 mois. Et elle me disait si jamais il y a une urgence, à un moment donné, une grosse douleur qui arrive, je pouvais en fait être prise en urgence en fait, dans la semaine où j'appelais en fait. Donc c'était vraiment un soutien énorme en fait à ce moment-là. Et en fait, pareil, elle avait une collègue gynéco, super. Et hyper bienveillante, hyper douce, et du coup qui m'a suivie. J'ai changé de gynéco et du coup qui était aussi en soutien. Alors elle me faisait des consultes de temps en temps, mais je veux dire c'était au cas où, pour me rassurer. Pareil dans mon parcours, elle a vraiment respecté mon chemin. Elle n'était pas à avoir une injonction de me dire c'est pas bien ce que vous faites, il faut vous faire opérer. Elle me disait tant qu'il n'y a pas de symptômes, tant que ça va, vous arrivez à stabiliser les choses, nous c'est ok en fait. Et donc elle me laissait faire mon chemin, même si elle ne comprenait pas forcément tout ce que je faisais, mais en tout cas elle voyait que ça marchait, que ça avait un impact et que en plus j'étais positive en fait. Et du coup pour elle c'était important de me voir dans cet élan en fait là. Donc elle était là en soutien et pas en jugement, donc dans l'acceptation de ce que je faisais. Ouais. Puis c'est plaisant aussi, je veux dire, pour des professionnels de santé de voir un patient acteur de sa santé. Oui, elle me le disait d'ailleurs. Elle me disait ça fait plaisir en fait de vous voir. Bon après il y avait des moments où j'étais en doute, parce qu'il y a eu quand même quelques moments où ma pilule, du coup j'ai eu quelques règles. Donc à chaque fois j'ai été en stress et elle me disait non mais c'est pas grave, c'est le corps qui a besoin d'évacuer de temps en temps, mais il va pas y avoir d'impact pour votre rein en fait. Donc voilà, elle me rassurait en fait, elle posait des mots sur les choses. Donc c'était important. Donc il y a eu ça. Et après quand j'ai pris la décision, en fait je me suis mis une énorme pression en me disant voilà, tu as pris la décision de ne pas te faire opérer, maintenant il faut que tu guérisses, absolument. Et donc j'étais à fond, donc j'allais voir plein de thérapeutes et en même temps je cherchais vraiment à ce que ça parte en fait, à me dire je veux que ça s'en aille l'endométriose en fait. Ok, j'ai pris cette décision, mais maintenant il faut que ça marche. Il faut que je prouve que du coup je prends la bonne décision pour moi, pour moi-même, et puis en même temps pour les autres aussi un peu. Donc j'étais dans une résistance, dans un truc de vouloir toujours en faire plus. Et ça marchait, mais ça marchait pas totalement en fait. Je sentais que c'était tendu en moi. Il y a des évolutions, mais il y avait des résistances. Ouais, mais des résistances au sens des tensions physiques dans ton corps qui reflétaient ton état d'esprit. Oui, exactement. Face à la maladie. Ouais, ça montrait en fait comment j'étais à l'intérieur et que du coup je me battais contre quelque chose en fait. J'étais en train de me battre
Donc à la fois ça stabilisait avec l'alimentation anti-inflammatoire, la naturo, tout ça, ça avait stabilisé le corps physique. Mais c'est comme si du coup il y avait un truc à l'intérieur je me battais contre l'endométriose en fait, en train de je veux que tu t'en ailles, donc maintenant tu t'en vas parce que j'ai décidé que je voulais plus de toi. Mais ça marchait pas vraiment. Et puis après, ça c'était pendant l'été, mon mari a dû changer de travail en fait. Ses horaires lui convenaient plus et donc du coup on n'a plus du tout le même salaire et donc la même hygiène de vie. Donc je pouvais plus aller voir des thérapeutes, voilà, être dans tout ça. Et donc là j'ai dû un peu me débrouiller toute seule. Et donc je me suis rappelée en fait juste avant de tomber malade, en fait je m'étais formée à plusieurs choses. Donc j'en ai parlé tout à l'heure, le shiatsu périnatal. Donc ça je l'avais déjà mis en place avec les mouvements corporels, les points d'acupression, voilà, tout ça qui travaille sur l'utérus, le cycle hormonal. Mais il y avait une autre formation que j'avais faite qui s'appelle la parole au bébé et qui c'est de la kinésiologie périnatale, donc ça permet d'aller donner la parole aux bébés qui ne peuvent pas parler, donner la parole à leur sagesse, donc la partie d'eux qui sait tout. Dans le bébé, encore, dire quand la femme est enceinte. Depuis la grossesse jusqu'à après, quand le bébé est né en fait. Ouais, mais aussi cette phase de grossesse. Ouais, aussi, ouais. Okay. Et donc la formatrice, elle avait dit, mais en fait la première personne que vous allez accompagner, c'est vous-même en fait. Pour pouvoir donner la parole au bébé, il faut aussi que vous puissiez vous donner la parole à vous-même, aller accueillir vos propres émotions. Donc en fait, je me suis rappelée de ça. Et je me suis dit, peut-être cette technique, en fait, je peux vraiment l'utiliser parce que, au final, je l'avais complètement oubliée. Avec tout ce qui m'était arrivé, je l'avais mis de côté. Et je me suis dit, mais en fait, voilà, peut-être ça serait super pour m'aider. Donc j'ai commencé à utiliser le testing pour moi et à me connecter à ma propre sagesse, c'est-à-dire l'intelligence de mon corps, de mon être. Cette partie où, en fait, on sait tout. Au final, on a toutes les réponses en nous, mais on ne sait pas comment les trouver, en fait. Et donc j'ai commencé à interroger et à me dire peut-être que je peux m'aider par rapport à cette question alimentaire où j'avais des doutes, de me dire il y avait des choses dans le discours de l'Ayurveda qui me disaient que je pouvais manger telle chose et puis l'alimentation anti-inflammatoire d'autres choses. Puis j'étais un peu perdue entre tout ça, je me suis dit peut-être je peux poser les questions. Et donc j'ai commencé à poser les questions, à avoir des réponses et expérimenter, à me dire maintenant que j'ai les réponses, pour être sûre, je vais aller expérimenter dans mon corps comment je ressens les aliments. Est-ce que c'est agréable pour moi? Est-ce que c'est confortable quand je les digère? Et voilà, faire mes expériences comme ça. Donc je sentais que certains aliments, ça me faisait vraiment du bien. Que ce soit même quand je les voyais ou quand je les prenais dans la bouche. Et d'autres, c'était vraiment au niveau de la digestion. Je sentais qu'il y avait un calme en fait au niveau du ventre. C'était agréable. Et puis il y en avait d'autres, je sentais que en fait, ça me créait des douleurs ou des tensions à l'intérieur, soit des tensions physiques, soit je sentais que c'était pas ok de le manger en fait. Donc j'ai pu vraiment comme ça entre le dialogue intérieur avec cette partie de moi et puis l'expérience, voir en fait créer ma propre constitution alimentaire. Et c'est quelque chose du coup que tu as fait en effet sur le plan alimentaire, oui. Mais que tu as aussi intégré ensuite pour les mouvements. Oui. Et après pour les émotions. Et pour les émotions. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler du coup de cette phase-là donc, qui a permis que tu évolues par rapport à cette phase de résistance face à la maladie du coup? Du coup oui, après donc, j'ai mis en place, j'ai commencé à me dire que je pouvais me poser des questions pour les mouvements, pour les points d'acupression. Donc je voyais par exemple, je demandais est-ce que j'ai besoin d'un point d'acupression, est-ce qu'il est bénéfique pour moi? Et donc je massais ce point d'acupression, je me rééquilibrais. J'utilisais les mouvements qu'on appelle les mako, qui permettent d'équilibrer les 12 méridiens en fait. Et donc je m'équilibrais comme ça, j'intégrais les mouvements de yoga et je me faisais mes propres pratiques. Et je pouvais voir le avant, le ressenti avant dans mon corps et après, toujours dans cette expérience. Et puis après, en fait, j'ai utilisé cet outil comme il est utilisé à la base, c'est-à-dire pour aller mettre en mots les émotions. Mettre en mots mes propres émotions. Parce qu'en fait, j'avais remarqué que ça stabilisait les choses, mais à chaque fois en fait, que j'étais déclenchée émotionnellement, par un événement, par une parole, par quelque chose, ça déclenchait, soit dans la journée ou dans les jours après, des crises de douleur. Donc j'avais fait un lien en fait entre mes émotions et
mes douleurs en fait. Ouais, c'est-à-dire que toutes les pratiques que tu avais mis en place jusque-là te permettaient de stabiliser un état, Ouais. mais que voilà, s'il y avait un petit élément dans le quotidien qui génère une émotion, qui déclenche une Ouais. émotion, du coup, malgré le fait qu'il y ait ces pratiques que tu as citées déjà avant, ça a généré des symptômes. C'est ça, ouais. Et des crises assez aiguës du coup. Donc je me suis dit, mais peut-être, en fait, au lieu de subir ça, je peux peut-être mettre en mots, voir qu'est-ce qui se joue en fait quand j'ai ces douleurs. Donc je pouvais pas le faire sur le moment. Quand j'avais très mal, je pouvais pas mettre en mots. J'avais besoin d'un temps calme. Ouais, t'as plutôt envie qu'elle s'en aille là. Ouais, c'est ça. Mais du coup, j'accueillais. Je me disais, ok, c'est là. Je me reposais. Et ensuite, j'allais mettre en mots. Et du coup, je voyais ce qui s'était joué en fait. Pourquoi j'avais cette douleur. En fait, ça venait raconter l'histoire de ma douleur un peu. Pourquoi elle était là, quelle émotion je ressentais. Parce qu'au début, en fait, je ressentais pas mes émotions. Elles étaient complètement bloquées. Et donc, en fait, elles passaient par le corps et les douleurs pour me dire là, ça va pas. Cette émotion, t'as pas réussi à l'accueillir. Du coup, ça passe par une vague de douleur. Et donc, le fait de la mettre en mots, ça reconnaissait ma douleur. Et du coup, je comprenais pourquoi elle était là, en fait. Donc, dès que je la mettais en mots, déjà, il y avait une diminution de la douleur ou de la tension interne. Et puis ensuite, j'ai trouvé des moyens de les libérer, en fait. De libérer mon corps, en fait, de cette émotion. De l'accueillir et puis de la laisser partir, en fait. Ok. D'aller plus loin que simplement la reconnaître et la formuler, en fait. Formuler quelque chose. Ouais. La transformer. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais observé que ces émotions, c'était pas seulement des émotions de surface. C'est-à-dire quand j'étais déclenchée émotionnellement, ça pouvait être une situation lambda du quotidien, ou des paroles, ou même quand j'allais voir le médecin, par exemple. C'était... Voilà. Ça venait en fait me renvoyer à des émotions profondes que j'avais vécues il y a longtemps, en fait, mais qui étaient en lien avec pourquoi la maladie était là, pourquoi... qui venait alimenter cette maladie en fait de l'endométriose, qui venait alimenter tous ces kystes. Ça venait les redéclencher cette émotion que je revivais en fait là aujourd'hui par cet événement. Okay. Je ne sais pas si c'est clair du coup, mais ouais, que c'était un peu comme si l'événement venait réveiller une mémoire sensorielle et nociceptive de douleur en fait, rattachée à un événement passé. Oui, et donc là, l'événement actuel vient réveiller ça. Et tu le vis dans ton corps. C'est ça, ouais. Sous forme du coup de douleur, puisque l'émotion, j'arrivais pas à l'accueillir. Donc j'arrivais à comprendre du coup ce qui se jouait et j'arrivais à transformer cette émotion pour permettre en fait que ça soit plus quelque chose que je subisse, mais quelque chose, une nouvelle information positive en fait. Et à chaque fois, je réinformais mon corps. Donc j'accueillais, je comprenais ce qui se passait. J'agissais aussi, puisque des fois c'était pour me dire qu'il fallait que je change quelque chose. Par exemple, si j'arrivais pas à dire non à quelqu'un et que je subissais la situation, que je voulais dire non et que j'avais pas dit non, et du coup, les douleurs étaient là pour me dire tu t'es pas respecté, t'as pas dit non, tu t'es laissé embarquer dans la situation, c'était pas ok pour toi en fait, t'étais pas en accord avec ça, mais tu l'as fait quand même. Et du coup, ça venait recréer des douleurs. Et du coup, c'était pour me dire, là, il y a ça à bosser. Il faut que tu arrives à dire non, il faut que tu arrives à poser des limites, que tu arrives à poser un cadre. Et du coup, ça devait me demander aussi de changer de façon d'être. Voilà, il y avait l'accueil, qu'est-ce qui s'est joué, et donc, qu'est-ce que je dois changer dans ma vie aussi. Ouais, donc c'est-à-dire que la transformation pouvait passer par de la réinformation. Mais pas que. Dans le sens, je donne une information à mon corps par rapport à cet événement passé. Mais aussi, la transformation passe par l'action. Ouais. Et le changement d'habitude, de tendance, etc. Ouais. Ok. Donc, juste, est-ce que tu peux nous préciser en termes, c'est-à-dire concrètement, quand tu avais une émotion donc, dans ton quotidien, sur le moment, en fait, si tu arrives à l'identifier, c'est-à-dire à voir que tu vis une émotion. Donc là, tu prends le temps de te poser, si tu peux. Si tu n'es pas en train de bosser, par exemple. Tu accueilles ça. Et là, ensuite, comment tu fais exactement ? Est-ce que tu écris ? Est-ce que tu verbalises ? Est-ce que tu fais du testing ? Voilà, est-ce que tu peux expliquer un peu concrètement ? Oui, ok.
En fait, quand je sentais qu'il y avait une émotion où j'étais déclenchée, donc des fois aussi je sentais des tensions en moi ou des douleurs qui commençaient à arriver. Et donc soit j'accueillais la douleur, soit voilà. Je prenais un temps après pour me poser au calme. C'était important que je sois vraiment au calme. Et j'utilisais cet outil donc avec lequel je me suis formée de la parole au bébé. Donc je venais en fait avec cet auto-testing sur moi-même en fait, interroger, me connecter à cette partie de moi qui sait tout, un peu cette boîte noire, un peu, on peut l'appeler l'inconscient, enfin comme on a envie, l'intelligence de l'être, la sagesse. Et je venais en fait poser des questions. Je venais dire, est-ce que là j'ai besoin de mettre en mots une émotion? Est-ce que là je suis en train de vivre une émotion à exprimer? Donc ça me disait oui, non. On avait les réponses par oui ou non. Et je venais ensuite, j'avais plein de documents en fait qui me permettaient de mettre en mots précisément l'émotion. C'est-à-dire que j'utilisais des mots précis. Si j'étais en colère par exemple, c'était pas juste je suis en colère. C'était d'aller écrire mon émotion, l'écrire en créant une phrase précise qui venait définir précisément mon émotion. Donc, et j'avais des listes vraiment entières de plusieurs pages de toutes les émotions, voilà, tous les mots qui permettent de définir les émotions. Et tu choisis les mots du coup en fonction de ton testing. Voilà. C'est le test qui te dit le mot qui correspond exactement. En fait, le testing, il fait le lien entre moi, ma partie consciente, et cette partie de moi qui sait tout. Et en fait, ça me permet d'aller dialoguer avec cette partie de moi en lui posant des questions. Donc il y a l'art de poser les questions ensuite. Ça, j'ai beaucoup expérimenté. Et ensuite, je demandais en fait est-ce que c'est le bon mot. Et je construisais ma phrase. Et ça créait une phrase complète, précise, qui venait vraiment dire en mots ce que je ressentais. Et dès que elle était mise en mots, il y avait quelque chose en fait qui s'ouvrait, genre un espèce de soulagement. Je sentais ma respiration qui était plus ample. Et oui, c'est ça que je ressens. Et même quand je le lisais, je me disais mais oui, exactement, c'est ce que je vis en fait. Et j'arrivais pas à le définir, parce qu'en fait, des fois, on vit des émotions, on ne sait pas exactement ce qu'on vit. On a un ressenti, mais on ne sait pas d'où il vient et qu'est-ce qu'il veut dire. Et là, en l'occurrence, ce travail-là te permet d'y donner une forme, de l'extérioriser et de donner un sens à l'émotion, du coup. Oui, de donner un sens à l'émotion et voir ce qui se passe, ce qui se jouait en moi, en fait, avec cette émotion. Parce qu'en fait, il y avait l'émotion que je ressentais là. Et en fait, après, ça me disait, il y a l'émotion, il y a le vécu rattaché. Et des fois, le vécu rattaché, c'était, j'avais pu vivre une émotion, là, aujourd'hui. Cette émotion, je la vivais dans mon corps. Par exemple, ça me faisait ressentir de la colère. Mais cette colère, elle était rattachée à un événement et à une émotion que j'avais peut-être ressentie quand j'avais 2 ans. Et du coup, qui venait réveiller, qui venait alimenter cette maladie, l'endométriose, en tout cas les kystes, et qui venait redéclencher une douleur, en fait. Ça faisait des liens, en fait, entre ce que j'avais pu vivre enfant ou même bébé et ce que je vivais aujourd'hui, en fait. Et l'endométriose, pourquoi elle était là. D'accord. Donc ça, c'est ce que j'ai pu comprendre, en fait, au fur et à mesure, parce que ça, c'était pas du tout dans la formation, c'est vraiment ce que j'ai compris en m'accompagnant au quotidien. C'est qu'en fait, en étant déclenchée, ça venait me donner des informations, les douleurs de l'endométriose venaient me donner des informations sur pourquoi je suis là, qu'est-ce que j'ai à travailler avec cette douleur, avec cette émotion, qu'est-ce que j'ai besoin de changer, qu'est-ce que j'ai besoin d'accueillir en fait pour aller vers un mieux-être et vers un respect de moi-même et puis vers un équilibre en fait. Et donc là, on en arrive à le symptôme ou la douleur est un allié. Ouais. Ça devient... Qui pointe vers ce qu'on a à travailler et ce pourquoi il est là en fait. C'est ça. C'est plus j'ai envie que ça parte. C'est ok, qu'est-ce que ça vient me dire? Là j'ai une douleur, qu'est-ce que mon corps vient me dire? Qu'est-ce que j'ai à comprendre? Qu'est-ce que j'ai peut-être à transformer? Et ça faisait des liens et ça me permettait de mieux comprendre mes relations, que ce soit avec moi-même, avec les autres. Aussi pourquoi l'endométriose était là, même si vraiment c'était multifactoriel, il y avait plein de sphères en fait mélangées. Oui, c'est pas l'unique. Non, c'est pas une cause unique. Ouais, c'est ça. Mais du coup, c'était comme une espèce de pelote de laine et au fur et à mesure, je dénouais les choses et je comprenais les différentes choses qui pouvaient nourrir l'endométriose. Et parfois, je mettais vraiment aussi, je mettais en mots ma douleur aussi.
Des fois, je demandais est-ce qu'il faut mettre en mots ma douleur et ça me racontait une histoire puisque je créais vraiment des phrases avec ma sagesse et ça me racontait une histoire, ça me disait pourquoi elle était là en fait. Ok, donc là aujourd'hui tu es là pour ça. Est-ce qu'il y a une émotion qui est rattachée à ça? Oui. Est-ce que du coup il y a un vécu qui est rattaché à ça? Oui. Et donc je mettais en mots et ça tissait des liens et je pouvais vraiment avoir une histoire sous mes yeux de ce qui se jouait. Ça me racontait l'histoire de ma douleur, l'histoire de mon émotion et au final, au fur et à mesure, l'histoire de pourquoi l'endométriose elle est là, qu'est-ce qu'elle vient m'apporter en fait. Ok. Et quand tu en arrives en fait à cette phase de tu comprends pourquoi c'est là. Oui. Est-ce que tu as un autre travail derrière ou c'est suffisant? Non, c'est pas suffisant. En fait, donc déjà ça diminue beaucoup les tensions. Il y a une libération. Et ensuite j'ai trouvé une façon en fait de libérer les émotions, pareil en créant des phrases en fait. Il y avait une phrase qui permettait la libération. Donc je laisse partir, j'accueille et je laisse partir cette émotion de moi, en fait, de mon corps qui s'était cristallisé, en fait, qui s'était vraiment mis dans mes organes, donc pour pouvoir la laisser à nouveau circuler et l'évacuer. Et ensuite, en fait, j'avais compris que du coup, c'est comme si notre corps, c'est comme un gros ordinateur avec plein d'informations et que du coup, je pouvais aller agir et transformer ces informations pour que ça soit nourrissant pour moi, porteur en fait, et plus quelque chose qui va me bloquer ou qui va alimenter la maladie. Ou voilà. Donc en fait, je crée une nouvelle graine, un peu comme quelqu'un qui plante dans son jardin une graine. Je venais planter une nouvelle graine en créant une phrase positive qui venait en fait amener une nouvelle information à mon corps en fait. Et qui allait vers l'équilibre en fait. Je n'ai pas d'exemple à donner comme ça, mais c'était une phrase positive, porteuse, qui venait de transformer en fait l'information en moi. Je ne sais pas si c'est clair. Ouais, si. Et du coup, une phrase que tu allais, par exemple, répéter un peu tous les jours Juste 3 fois. En fait, je répétais mon émotion, que je disais à voix haute, ce qui permettait de l'exprimer, de la sortir de moi. Ensuite, la phrase où je libérais, où j'imaginais vraiment que ça partait. Et ensuite, la dernière phrase. Et je répétais ce paragraphe 3 fois de suite. Et en fait, ça permettait, c'est comme si j'ai eu l'impression qu'il fallait le dire 3 fois pour que ça s'intègre sur les différents plans, à la fois au niveau physique, que mon corps l'entende, à la fois que la partie émotionnelle l'entende, et à la fois que la partie mentale l'entende. Enfin, il y avait quelque chose en fait qui venait s'ajuster en fait. Et donc du coup, je veux dire, c'est pas long quoi. Parce que moi je me voyais, tu sais, à répéter la phrase tous les jours. Une fois que c'est fait, en fait, le corps il a compris et en fait, je ressentais vraiment les effets. C'est-à-dire, c'est comme si du coup il y avait la tension. Ok, j'accueille, je vois ce qui se joue en moi, je comprends. Et ensuite, je crée ces nouvelles phrases, je les dis et en fait, au fur et à mesure que je les dis, c'est comme si du coup tout se dénouait en moi et que je change d'énergie en fait. Je suis plus dans la même optique. Et même après dans ma journée, là où j'aurais pu être vraiment déprimée, pas bien, dans le doute, c'est comme si du coup ça me faisait changer d'état d'esprit, d'état d'énergie en fait. Et du coup je repartais sur autre chose, avec la conscience que j'avais quand même des choses à travailler et à bouger si la situation revenait. Puisque souvent, la vie nous met au défi, donc en fait, si à un moment donné on n'a pas pu dire non, et on a une expérience pour nous dire là, comment tu vas te débrouiller dans cette situation? Est-ce que tu vas réussir à dire non? Est-ce que tu vas pouvoir te positionner? Et donc au fur et à mesure, en fait, j'ai pu transformer aussi. Alors des fois, j'y arrivais pas, ça revenait du coup, mais j'arrivais à transformer les choses quoi. Ok. Donc du coup, si je récapitule 3 à 4 phases, c'est marrant d'ailleurs parce que je fais vraiment le parallèle sur le plan physique et sur le plan émotionnel. Donc pour parler juste déjà de ça, au niveau des émotions, c'est je reconnais, j'accepte, j'élimine du coup. Ouais. Enfin, ça part, ça sort. Et ce qui est parti, du coup, il y a un vide, je le nourris, je le remplace par autre chose. Ouais. Et sur le plan physique, j'élimine des toxines. Je nourris mon corps par des minéraux, des vitamines qui vont restructurer, régénérer les tissus, quoi. Oui, c'est vrai. Donc on est un peu, je fais un peu ce parallèle-là, ouais. Donc voilà, ouais, du coup la question maintenant, c'est donc tu as commencé en fait ce travail sur les émotions que tu viens de nous décrire, donc tu me disais en juillet 2019, c'est ça. Et donc est-ce qu'il y a eu des changements concrets que tu as pu observer du coup suite à ce travail-là en fait? Oui, en fait
c'était assez impressionnant. C'est-à-dire que quand j'ai commencé à faire ça avec les émotions, ben, au début j'avais des énormes douleurs, puisque j'arrivais pas à accueillir mes émotions, donc c'était des grosses crises qui pouvaient durer plusieurs heures, où j'étais obligée de me coucher, ou même je vomissais, enfin voilà, j'étais vraiment pas bien. Et une fois que je mettais en mots, ben, tout se détendait. Et à force en fait de faire ça ben, à chaque fois, ben, c'est comme si du coup les grosses douleurs elles devenaient plus gérables en fait. Et puis au final, à force, c'était plus des douleurs, c'était des gênes ou des petites tensions en fait en moi. Et avec l'accueil des émotions, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de donner la parole, c'est comme si ça m'avait permis de réaccueillir mes émotions dans mon corps et plus en passant par les douleurs. Donc déjà c'était un grand pas. Il n'y avait plus toutes ces grosses crises de douleur ou alors vraiment de temps en temps en fait, quand vraiment il y avait un gros truc et que j'avais pas pu accueillir. Donc ça c'est le premier point que j'ai pu voir. Et ensuite quand même les émotions quand elles m'arrivaient, elles étaient très fortes et des fois il y en avait 3-4 en même temps dans mon corps à ressentir, donc c'était fort. Donc ça m'aidait aussi à faire à mettre de la distance en fait, enfin à la fois accueillir et c'est comme si en fait quand on accueille ces émotions en les mettant en mots, on est à côté d'elles, on les ressent, mais on n'est plus submergé, que ce soit par la douleur ou par l'émotion, parce que parfois c'est vraiment pas confortable. Quand il y a une immense émotion qui nous arrive et on ne sait pas trop ce qui se passe à l'intérieur de nous, et ben de pouvoir se poser et puis d'avoir vraiment la phrase qui décrit ce qu'on vit, ben ça permet en fait de ne plus s'identifier à l'émotion, ouais. de ne plus être l'émotion quelque part, mais de l'observer en fait. Ouais. Et donc son intensité et son emprise sur toi est forcément moins forte. Ah oui, c'est comme si en fait tu ouvrais le tiroir de l'émotion et tu la regardes du dessus en fait et tu es là, ok c'est ça que je suis en train de vivre. Ah, et en plus tu as conscience de où ça se joue dans ton corps. Par exemple ça tend au niveau du plexus, ça tend au niveau du cœur ou au niveau de la gorge. En fait tu arrives à t'observer et observer ton émotion sans être complètement submergé et sous l'emprise de cette émotion en fait. Donc j'ai pu constater, en fait j'ai fait ça pendant 1 an. Et qu'au fur et à mesure, ben, il y avait beaucoup moins de douleurs. Enfin, les crises de douleur se sont espacées, puis ensuite ont disparu. C'était plus que des sensations et des gênes. Et puis ça s'est affiné, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, j'ai appris à me connaître avec cet outil. Et je sentais en fait, les moments où je pouvais être déclenchée, je sentais que ça commençait à se tendre en moi. Et j'attendais pas en fait que du coup ça aille plus loin. Je me disais, bon là, il y a un truc qui se passe, je sens qu'il faut que j'aille mettre en mots, il faut que j'aille me donner la parole. Et donc là, je prenais ce temps pour moi quand j'avais le temps. Et j'allais directement mettre en mots. Et en fait, à force de faire ça, bah, c'est comme la formatrice, elle disait pour les bébés, quand on leur donne la parole au quotidien, bah, en fait, ils pleurent plus. Ils n'ont plus besoin de passer par les pleurs. Donc, bah, du coup, c'est pareil en fait pour les douleurs. Si on se donne la parole au quotidien, bah, on n'a plus de douleur. Parce qu'elle n'a plus lieu d'être là en fait. Et puis, du coup, on a des informations sur pourquoi elle est là, pourquoi l'endométriose est là, et donc on peut avoir une action sur ok, j'ai ça à travailler, j'ai ça à décoder, j'ai ça à mettre en place dans ma vie, j'ai ça à transformer aussi comme information. Et au fur et à mesure, en fait, je me suis vue évoluer et j'avais plus de symptômes, plus de douleurs, plus rien. En fait, j'étais apaisée en fait. Mais par contre, ça m'a demandé de mettre en place cette hygiène de vie, voilà, de mettre en mots ces émotions au quotidien. C'est pas quelque chose à faire juste de temps en temps, en fait, c'est devenu ma vie. C'est-à-dire que c'est devenu un outil que j'ai appris à utiliser, que j'ai appris à déchiffrer parce qu'il faut bien poser les questions. Des fois, en fonction de comment on pose la question, ben, on a la réponse à notre question. Hein. Mais si on l'a mal posée, la question, on ne va pas avoir la bonne réponse. C'est important. Voilà. Donc, au fur et à mesure, j'ai appris à bien formuler, à bien identifier les choses. Par l'expérience, hein, on fait des erreurs et puis on avance comme ça. Et du coup, je me suis dit, peut-être à un moment donné, la prochaine étape, c'est d'aller voir en fait, qu'est-ce qui se passe dans mon corps. Est-ce qu'on peut mesurer quelque chose que tu ressens? Ouais. J'avais très peur. J'ai repoussé plusieurs fois cette IRM, parce que je me suis dit, il faut que je passe à l'étape suivante. J'ai toujours ma pilule, je voudrais avoir retrouvé mes cycles. Mais en même temps, sans savoir ce qui se passait à l'intérieur de moi, je me suis dit, j'ose pas l'arrêter. J'ai besoin d'avoir une espèce de confirmation, encore une fois, voilà. Est-ce que tout ce que je fais, ça a un impact? Donc là, c'était un gros challenge pour moi parce que
si jamais je découvrais qu'au final ça n'avait pas eu d'impact, voilà, ça pouvait remettre en question tout ça. Mais en même temps, j'allais bien. J'avais plus de symptômes, j'étais bien dans mon corps. Donc même ma gynéco, elle me disait, mais l'important c'est que vous alliez bien en fait. Après, elle me disait, si vous avez un projet bébé derrière, effectivement, à un moment donné, il faudra arrêter la pilule et donc c'est bien d'aller voir. Mais pour elle, en fait, il n'y avait pas forcément de nécessité. Tu avais donc, à cette période-là, hein, du coup, juillet 2019 jusqu'à juillet 2020, tu avais encore la pilule? Oui. Okay. En fait, j'ai vraiment eu la pilule pendant 1 an et demi, quoi. Okay. Et en juin 2020, donc, j'ai pris la décision de faire cette IRM. J'y suis allée. Et du coup, ça a été... pour moi, ça a été un grand moment, en fait. Parce que du coup, c'était la même radiologue. Et du coup, dans la machine, donc je devais pas bouger normalement dans l'IRM. Et là, elle arrête la machine à un moment donné et elle me dit je comprends pas. Vous avez oublié de me dire quelque chose. Vous vous êtes fait opérer. Il s'est passé quelque chose entre-temps. Et je lui dis non, et je me suis pas fait opérer. Je vous ai dit tout ce qui s'est passé depuis. Non, mais en fait, là... Et en fait, elle a bugué. Et elle m'a dit je comprends pas parce qu'en fait, il n'y a plus rien. Je vois plus rien. Il n'y a plus de kyste autour de l'urtère. Il n'y a plus de kyste au niveau des reins. Enfin, tout a disparu, quoi. Donc là, difficile de garder son calme dans la machine de l'IRM. Elle me dit ne bougez pas. Sauter de joie. C'est ça. Et donc là, je me suis dit ah oui. Enfin, en fait, ça m'a confirmé tous ces ressentis et cet élan de me dire bah ouais, t'as fait le bon choix, t'as réussi, quoi. Ouais. Et du coup, c'était une joie immense. Alors, à la fois, il y avait l'envie en fait que tout soit parti. Ça n'a pas été le cas. Il restait les premiers kystes en fait qui étaient là tout au début en fait. Parce que il faut le temps en fait que le corps il déconstruise et puis peut-être j'avais encore des choses, enfin c'est sûr, j'avais encore des choses à comprendre avec l'endométriose donc tout n'était pas parti mais le fait de voir que les 3/4 des kystes étaient totalement partis et visibles à l'IRM, enfin pour moi ça a été ouais, je me suis dit mais super quoi, enfin voilà, c'est venu déconstruire des grosses croyances de c'est pas possible, enfin ça m'a vraiment aidée et ça m'a confortée dans t'as fait le bon choix pour toi-même en fait, tu es allé au bout et tu peux, voilà. Ouais. Et j'ai eu raison d'écouter mes ressentis. Ouais, voilà. Est-ce que tu peux nous dire, donc au niveau, je sais pas si tu te rappelles du coup, mais tu dis qu'il restait des choses. Ouais. Est-ce que ces choses qui restaient, c'est les choses qui étaient présentes lors du premier IRM qui a priori ne montrait rien et qui au second avis de l'échographe du coup elle avait vu qu'il restait des choses, enfin, qu'il y avait des choses à la base. Est-ce que c'est ces choses qu'il y avait dès le départ qui restent encore? Oui, beaucoup moins par contre. Mais au niveau du sacrum, des nerfs sacrés, il y avait encore. Mais par contre, même s'ils étaient là, j'ai plus de symptômes dans la jambe. Ouais. Il y en avait là, il y en avait encore un peu au niveau entre recto-sigmoïde, là, par là. Ouais. Par contre, plus sur les nerfs de la vessie, ils avaient disparu. Plus autour de l'urtère, plus autour du rein. La vessie, mais ça avait vraiment beaucoup diminué. Il n'y en avait plus au niveau de la paroi du vagin, même c'était perceptible. Ma gynéco, elle avait senti qu'il n'y avait plus rien, parce qu'il était palpable en fait. Il était quand même de la taille d'une framboise, donc on pouvait vraiment le sentir en fait à l'examen gynéco et elle ne le sentait plus. Donc en fait, c'est quand même énorme en fait, tout ce qui est parti. Il restait vraiment les premiers kystes, ceux qui étaient là en fait depuis le début. Et donc, ouais. Du coup, je te pose cette question parce que moi, ça me fait beaucoup penser. Du coup, en naturo, il y a enfin, c'est celui qui a créé l'homéopathie, le docteur Hering, qui a élaboré des lois, en fait, si tu veux, par rapport à la régénération corporelle. Et dans ces lois, il y en a une qui exprime le fait que les symptômes, les douleurs, en fait, vont réapparaître de manière antichronologique, c'est-à-dire les premiers symptômes que tu as eus, admettons, dans ton enfance, et puis après tu en as d'autres à l'adolescence. Si tu suis un processus de régénération, tu vas d'abord revivre des symptômes que tu as eu dans l'adolescence, qui confirment que tu es sur la voie de la régénération. Et si tu revis des symptômes que tu as eu dans l'enfance, ça va confirmer encore que tu es dans la régénération. Et donc pour moi, en fait, le signe que, en effet, ce qui était présent à la base est encore présent, que ce soit ça qui soit encore présent, c'est le signe clair que on est vraiment dans cette loi-là de régénération et de régénération de manière décroissante. Dans le sens inverse en fait. Oui. L'apparition des symptômes. Oui, c'est ça. Oui.
Et d'ailleurs, je trouve que ça fait du lien avec les émotions, parce qu'au final, c'est pareil. Les émotions, ça venait déclencher des parties en moi, donc des kystes, en lien avec... à chaque fois, je remontais, c'était pas des émotions de l'adolescence, de l'enfance, Plus de la c'était petite loin, enfance. en fait, tu Ouais. veux dire. Plus l'émotion, plus tu faisais ta pelote de laine, Oui. les émotions, plus tu Oui. remontais loin Ouais, jusqu'à la gestation. dans l'âge. Ok. Ouais. En fait, ça venait vraiment tout... à chaque fois, ça fait des liens entre aujourd'hui et vraiment, à chaque fois, jusqu'à voilà, les premières années de vie, en fait. Ok. Ouais. Et ça Intéressant de déclenchait... savoir si après le travail, si on a tout fini Ouais. jusqu'à la première année de vie, est-ce qu'après on remonte dans les générations finalement? Oui. En fait, oui. Ça, je l'ai pas dit, mais en fait, c'est ça. Après. C'est aussi que du coup, l'endométriose, c'est ça que... mais bon, toutes les maladies, enfin, même pas que les maladies, c'est qu'en fait, on n'est pas juste nous, individus, on est lié à notre famille, en fait. Et donc, en fait, en épigénétique, ils le disent, hein, qu'il y a des choses qui se transmettent de génération en génération. À la fois, il y a des schémas répétitifs, il y a des émotions qui se transmettent. Et par exemple, la femme, en fait, au niveau de l'utérus, c'est un peu comme des poupées russes, c'est-à-dire qu'il y a la grand-mère, la mère et la fille, et en fait quand, en tant que bébé, on est dans le ventre de sa maman, on a déjà les ovocytes en fait, qui sont créés, et donc en fait, ça fait on est baigné dans la mémoire de notre maman et de notre grand-mère en fait, enfin il y a toute une transmission sur plusieurs générations, et donc du coup c'est un entremêlat entre notre propre vécu et le vécu qu'on a pu prendre aussi de nos parents en fait. Un héritage. Ouais. Et avec l'outil, je voyais bien que des fois, je déclenchais des émotions et en fait, qui ne m'appartenaient pas. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait mon émotion à moi, mais derrière ça, c'était une émotion de colère de ma grand-mère, enfin, que je partageais avec elle, puisque bien sûr, elle fait partie de moi maintenant. Tu es sa continuation, voilà. comme on dit dans le bouddhisme. Mais je veux dire, du coup, à la base, c'était pas à moi en fait. Et moi, je suis beaucoup allée voir ma lignée parce que dans ma famille, ma mère était atteinte d'endométriose, ma marraine a eu des kystes et s'est fait enlever l'utérus à 30 ans. Enfin voilà, il y avait vraiment tout un contexte en fait autour de l'infertilité, de l'endométriose en fait déjà dans ma famille en fait. Donc de toute façon, c'était visible. Mais en plus, il y avait tout ce qui était voilà, les émotions, les choses au final qu'on ne sait pas forcément et qu'on porte en soi et qui peuvent bloquer en fait, et alimenter la maladie. En plus de ce que nous... Qui est un cofacteur, moi je dis souvent, voilà, c'est ça. Les émotions sont un cofacteur dans l'apparition de l'endométriose. Oui, c'est ça. Et donc, par rapport à ton témoignage quand même, voilà, de régénération corporelle en fait, je sais pas si toi tu évoques le terme de guérison ou pas, mais... Oui, moi pour moi c'est un chemin de guérison, mais ce chemin de guérison, pour moi aujourd'hui, je me considère comme guérie de l'endométriose, mais en fait j'ai toujours à apprendre, je sais pas si je peux me dire que je suis guérie de l'endométriose. Aujourd'hui je vais bien, j'ai plus de symptômes, par contre l'endométriose m'a transformée. Et elle m'a permis d'aller me découvrir, d'aller savoir qui j'étais, d'aller aussi mettre en lumière mon histoire pour me permettre d'aller faire le ménage en fait. Et du coup, je pense que le jour où j'aurai plus besoin d'elle, elle sera plus là. Mais d'ailleurs là, elle est quasi plus là en fait. Donc oui, c'est une guérison, mais ça va au-delà en fait. Oui. C'est-à-dire, finalement, peu importe que l'endométriose, elle soit là ou pas. Ouais. C'est ce qu'elle te permet de travailler, d'accomplir, de te faire évoluer qui est le plus important en fait. Oui, en fait le chemin... Et tu lui as donné ce sens-là. C'est ça. Et même, je dirais, au final, au début où je voulais absolument qu'elle s'en aille, j'étais dans cette phase de je veux pas, j'en veux pas et je veux que ça parte vite. Maintenant, en fait, je suis plus en train de me donner ce timing. En fait, je suis contente de chaque étape, en fait, parce que chaque étape me permet de grandir, m'a permis de trouver ma voie avec cet outil aussi, de me découvrir, de découvrir plein de choses. J'ai rencontré plein de gens, j'ai appris plein de choses. En fait, ça a été ma formation. Toute ma vie, j'ai cherché ce que je voulais faire dans ma vie.
Et du coup, je me disais, mais quelle formation il faut que je fasse, quel truc, etc. Et j'étais jamais satisfaite. Et juste avant de tomber malade, j'ai quand même porté cette intention de je voudrais trouver ma voie, aidez-moi. Euh, et, et, et du coup, j'aimerais trouver la bonne formation. Et en fait, pour moi, l'endométriose, ça a été ma formation. À la fois, j'ai appris sur moi, j'ai appris sur... j'ai trouvé ma voie, ma place. Et au-delà de ça, j'ai compris aussi qu'on avait des connaissances en nous énormes, en fait, qu'on ne connaît pas, enfin, auxquelles voilà, on ne fait pas attention. Et elles sont tellement riches, en fait, et tous les jours, en fait, j'en apprends, en fait, sur moi et sur ce que je porte comme connaissance. Et ça, en fait, c'est un immense cadeau. Je l'aurais jamais eu si j'avais pas passé tout ça. Là, je m'éloigne un peu, mais... Non, mais c'est super, parce que ce que tu dis, moi, ça me fait vraiment penser dans toutes les personnes, enfin, moi, les personnes que j'ai pu côtoyer qui avaient des maladies chroniques ou qui ont une proximité avec la mort, et qui souvent donc, sont, en effet, souvent sont dans des transitions spirituelles, elles vont te dire, mais moi, si j'avais pas eu ma maladie, j'en serais pas à ce stade d'évolution, j'aurais pas compris des choses, j'aurais passé à côté de certaines choses. Et donc, ce que tu exprimes là, c'est que les maladies, quelles qu'elles soient, finalement, elles nous ramènent vers nous-mêmes. Oui. C'est toujours une perche qui nous est tendue pour revenir vers nous-mêmes et expérimenter qu'est-ce qu'on est, en fait, au-delà de la forme, juste et du mental. Voilà. Moi, c'est ce que j'entends, là, dans ce que tu dis. Donc, Et que le chemin, en fait, il est tout aussi agréable, même s'il il est intense et challengeant et tout ce qu'on veut. Des fois, c'est pas confortable, hein, c'est pas une ligne droite exponentielle, ça fait un peu des vagues. Des fois, il y a des rechutes, entre guillemets, où ça va un peu moins bien, où il y a des choses qui se passent. Mais en fait, je suis contente de chaque moment en fait, que j'ai passé. Et si c'était à refaire, je referais, en fait. Oui, et la question, c'est est-ce que c'est pas grâce à cette chute que tu peux remonter plus haut ensuite, en fait. Mais si. En fait, c'est parce que du coup, à chaque fois qu'on est déclenché, c'est comme si ça nous disait, va voir en toi, va plonger en toi, qu'est-ce qu'il y a à voir, qu'est-ce qu'il y a... Et du coup, en fait, en comprenant ça, déjà, on a plus de clarté. Et en fait, c'est comme si on libérait un espace en nous qui nous permet de nous ouvrir une autre porte. Et on monte encore plus haut. Et puis, en fait, on avance de plus en plus. Et voilà, et c'est génial, en fait. Et après, une fois qu'on est sorti de cette phase, on se dit, mais c'était un cadeau, en fait, c'était génial. Bon, sur le moment, des fois, ça m'arrive encore de me dire bon là, j'en ai un peu marre, peut-être que ça se calme un peu. Voilà. Alors maintenant, c'est plus des douleurs, hein, c'est plutôt des émotions et des choses qui me confrontent. Mais je veux dire, en fait, c'est voir ça comme. C'est plus invalidant. Non. Et puis c'est une expérience et en fait, c'est. Je veux dire que c'est excitant un peu dans le sens où, du coup. Ça peut être un terrain de jeu en fait la vie et puis ce qu'on vit en fait de se dire à chaque cadeau, à chaque chose qui m'arrive, qu'est-ce que j'ai à comprendre là, et puis au final c'est chouette en fait, enfin voilà, je trouve ça ouais, ça nous permet d'avancer, d'aller plus loin, d'être et puis moi j'en prends tous les jours en fait, je trouve ça génial en fait. Ouais. Donc voilà, le chemin est aussi bien que le but en fait en soi. Ouais. Je suis persuadée qu'un jour j'aurai plus d'endométriose, que les kystes seront totalement partis. Mais en attendant, je suis contente qu'elle ait été là en fait. On a terminé tout à l'heure par les émotions, le travail des émotions, oui. Et ce que ça t'a permis d'atteindre comme état de régénération, du coup, je vais dire au niveau corporel. Ça, tu t'en es rendu compte donc en juillet 2020 avec un IRM qui montre qu'il y a une régression, donc certains kystes, certaines lésions qui sont complètement supprimées, et d'autres qui restent, qui sont donc les plus vieilles en fait, les plus ancrées. Okay. Juste au niveau chronologie, est-ce que tu peux dire après 2020, du coup, juillet 2020, est-ce qu'il y a une autre étape importante? L'autre étape, ça a été d'arrêter ma pilule. Du coup, que j'avais en continu, donc je l'ai arrêtée. Grosse étape dans le sens accueillir mes peurs et les transformer sur le fait de si j'arrête ma pilule, est-ce que ça va pas recommencer?
puisque c'était un peu la protection qui permettait que quand j'avais mes règles, ça ne s'aggravait pas. Oui. Voilà, donc je m'étais dit, en étant sans pilule, avec des cycles naturels, est-ce que ça ne va pas recommencer? Est-ce que ces lésions-là ne vont pas revenir. réapparaître? Donc ça, c'était la grosse peur, et est-ce que les douleurs ne vont pas réapparaître? Donc j'ai pu vraiment l'expérimenter, accueillir mes cycles, toujours pareil, accueillir mes peurs, les transformer. J'ai eu des cycles hyper doux, les premiers cycles, mais même j'avais l'impression, alors je sentais que j'étais dans cet état de règle, mais franchement c'était d'une douceur. Enfin, j'avais même jamais ressenti des règles comme ça. Même avant, pendant toute la période où j'avais mes cycles naturels, c'était doux en fait, il y avait même pas je sentais pas les contractions de l'utérus, enfin, ça se faisait voilà, tout en douceur. J'ai eu quelques phases où il y a eu des douleurs, une petite douleur, et à chaque fois je remettais en mots les émotions, et puis je comprenais pourquoi c'était là, encore sur mon chemin. Ouais. Et puis je continuais en fait à avancer comme ça, et ça se détendait en moi, et les symptômes partaient en fait. Donc voilà, ça a été la phase de juillet 2020 jusqu'à maintenant. Je suis toujours là-dedans avec accueillir mes cycles naturels, apprendre à comprendre comment je fonctionne avec mon cycle naturel. Donc j'ai fait pas mal de formations sur le cycle féminin. J'avais déjà fait avant avec le shiatsu périnatal, mais sur le cycle féminin, la manière dont on change d'énergie dans notre cycle. Selon les phases du cycle. Selon les phases du cycle. Donc la première phase qui est vraiment avec les œstrogènes, phase folliculaire où en fait les ovocytes se forment, et ensuite jusqu'à l'ovulation, ensuite la phase d'ovulation, et puis la deuxième phase. Et en fait ces phases, en fait, on n'a pas la même énergie en tant que femme. Dans la première phase, on va plutôt être, donc c'est la régénération de l'énergie après les règles, et on est vraiment dans une phase où on a de l'énergie, on est dynamique. Enfin moi c'est comme ça que je l'ai ressenti, et où on peut être dans les projets quoi. Enfin là on enchaîne, on est efficace, on est bien. Cette phase de l'ovulation, ça va plutôt être justement on est en pleine forme. Alors ça c'est ce qui est écrit dans les livres. Moi des fois c'était pas le cas. La phase d'ovulation, c'était une phase qui pouvait être compliquée pour moi, d'accueillir vraiment cette émotion, enfin cette énergie d'ouverture. Il a fallu que j'apprenne à l'accueillir. Et après la deuxième phase, qui est souvent celle qui n'est pas aimée par les femmes, parce que du coup c'est là où on a toutes nos émotions qui remontent, où on est un peu sensible avec la phase prémenstruelle. Moi c'est celle que je préfère, parce qu'en fait c'est là que tu peux bosser. Ouais, c'est ça. Et du coup après j'ai pu intégrer ce travail dans cette phase-là. C'est-à-dire que c'est cette phase-là où je bosse le plus, où du coup je sais que cette deuxième phase du cycle, avec le syndrome prémenstruel et les règles, c'est là où je vais descendre en moi, où je vais plonger en moi, où les émotions vont arriver, et où je vais avoir accès en profondeur à mon inconscient en fait, et à ce qui se joue. Et du coup c'est là où en plus du coup ça va dans le sens du corps, c'est-à-dire que dans le mouvement du corps, je nettoie émotionnellement, je fais du ménage, je fais de la place avant mes règles. Et du coup mes règles, elles sont préparées, et donc elles se passent bien. Voilà. Et c'est tout, et du coup j'ai appris à l'intégrer dans mon cycle menstruel, comme ça. Ok. Et quand tu dis elle se passe bien, ça peut être aussi par exemple que ça réduit le nombre de jours de règles ou la quantité de sang évacué? Ouais, ça varie en fait. Déjà au début mes cycles étaient courts. Quand j'ai repris sans la pilule, ils étaient de 24 jours, donc c'est court. Et au fur et à mesure que je libérais, ils ont augmenté jusqu'à maintenant être à 28 jours, et c'est très régulier. Et voilà, donc ça a changé aussi la durée du cycle, oui. Ça a changé les saignements. Le cycle, pas tellement forcément les saignements aussi. Il y a eu des cycles où les saignements, de manière générale, moi ça dure 3 jours. Et en fait c'est assez cool, voilà, rapidement en douceur, sans caillots, sans rien. Enfin c'est vraiment très fluide en fait. Il y a pas, mais il y a eu des cycles où en fait ça a duré plus longtemps et ça avait plus de mal à s'évacuer. Et souvent il y avait eu des choses que je retenais. J'arrivais vraiment à faire et du coup le lien qu'il y avait des émotions, des choses ressenties que tu n'avais pas pris la peine d'écouter. Oui, ou que j'avais pas accès, parce que quand j'interroge, j'ai accès à ce que je suis prête à entendre. Ça c'est important que je le dise, et que du coup, des fois j'avais besoin d'un thérapeute, je suis allée voir une hypnothérapeute, je suis allée voir certaines personnes à certains moments, parce que j'avais pas accès toute seule, et que j'avais besoin d'avoir quelqu'un pour m'accompagner, pour descendre en moi, et aller libérer, me lever, ce qu'il y avait à lever. Okay. Donc des fois aussi, les symptômes ils s'installaient parce que toute seule, je n'y avais pas accès. C'était rare, mais ça arrivait. Et donc toi, ça te permet de déterminer, en effet, ok, là j'ai besoin d'aide, d'être accompagnée, et du coup je vais solliciter
dans cette intention-là, du coup, d'aller avoir un coup de pouce. Et c'est bien aussi, c'est qu'on voit que quand on interroge, en fait, tout ce qu'on met en mots, on est capable de l'accueillir. Notre sagesse, c'est une partie sage de nous, donc du coup, elle ne va pas nous donner des choses qu'on n'est pas capable d'accueillir tout seul. Donc ça donne une espèce de force, en fait, de se dire, moi, je suis capable de le faire, en fait, tout seul. Donc ces chemins-là, jusqu'à aujourd'hui, j'en suis là. Jusqu'à aujourd'hui. Donc là, on a fait le tour. Ouais. Du coup, un grand tour. Ouais, c'est clair. Et donc, je te posais du coup une dernière question sur ce que tu aimerais partager en fait. Là, en fin de vidéo, à des femmes atteintes d'endométriose qui écouteraient. Si tu as quelques... Ouais. Ce que je pourrais dire déjà, c'est que... Enfin, moi, en tout cas, ce que ce chemin, ça m'a apporté, c'est vraiment d'aller apprendre à m'écouter. Et à écouter ce que je ressentais au fond de moi. Et je sais que c'est dur. Enfin, peut-être qu'il y a des femmes qui vont m'écouter et qui vont se dire... qui en sont au moment du diagnostic ou au moment où on leur dit il faut se faire opérer, il faut prendre un traitement de ménopause artificielle. Et c'est dur, en fait, à entendre. C'est des moments où on est choqué. Ou, voilà. Pouvoir, en tout cas, trouver les ressources, les personnes ou les professionnels qui peuvent aider à aller à l'intérieur de soi pour savoir ce qu'on veut soi. Essayer à démêler pour pas prendre une décision qui n'est pas en accord, en fait. De pouvoir vraiment aller s'écouter, savoir qu'est-ce qu'on veut soi et se dire que chaque chemin est différent. Ça ne veut pas dire que moi, parce que je ne me suis pas fait opérer, il ne faut pas se faire opérer, qu'il faut savoir ce qu'on veut soi. Peut-être qu'une autre personne, ça sera très juste d'aller se faire opérer et ce sera ok, elle sera en accord avec ça. Mais c'est de pouvoir vraiment savoir ce qu'on veut au fond de soi, quoi. D'aller réussir à s'écouter. Je pense que c'est important et que le corps, quand tout est aligné, quand tout est en accord, du coup les portes elles s'ouvrent en fait. Et puis les expériences elles viennent pour nous aider. Ce que je pourrais dire d'autre, c'est que moi ce qui m'a aidée, c'est de me dire que c'était possible dans ma tête en fait, je pouvais vraiment envisager que un jour en fait je serais guérie de l'endométriose. Parce que sinon en fait ça ferme les portes en fait dans notre corps. On lui dit tous les jours c'est impossible de guérir, tu vas juste te stabiliser. Mais en fait du coup on lui donne cette information là, donc lui il nous donne les possibilités de nous stabiliser, mais il n'ira jamais plus loin puisqu'on lui ferme des portes en fait. Donc effectivement aujourd'hui la médecine elle ne sait pas, on n'a pas de réponse. Donc on peut dire on ne sait pas. Avec la médecine en tout cas on nous donne des solutions qui peuvent soulager. La pilule, moi c'est vrai que ça m'a aidée. À un moment donné, ça a été une aide. Ça a été un choix important pour moi à prendre en compte. Mais c'est se dire, c'est pas parce qu'on sait pas que ça veut pas dire que... On ne peut pas. On ne peut pas. Voilà. Et du coup, moi, ça m'a vraiment aidée de me dire ça en fait. Ce que je pourrais dire aussi, c'est que moi, c'est vraiment au moment où j'ai accepté ce que l'endométriose avait à me dire, que ça a bougé en moi, que ça a ouvert des portes en fait. Au moment où j'ai vraiment accepté qu'elle soit là. Alors, ça n'a pas été facile. C'est pas en se disant oui, ça y est, j'accepte que ça se fait en fait. C'est un processus et je suis passée par plein d'étapes. Il y a eu vraiment cette phase où j'étais pas bien, où j'étais dans le déni, où après j'étais en colère, où j'avais envie que ça s'en aille. Après, j'ai voulu vraiment me battre contre elle. Et c'est quand j'ai lâché prise en fait que ça s'est ouvert en fait. Mais ça s'est ouvert aussi parce que je pense que c'est important de pouvoir trouver des outils où on est acteur. Ouais, ça c'est vraiment important. Parce que dans ces parcours-là, on nous dit beaucoup de choses et des fois on décide pour nous. On nous dit c'est tel traitement et c'est comme ça et voilà. Et du coup, on peut se sentir un peu genre à côté de son corps ou plus propriétaire de son corps en fait. Du coup, c'est de pouvoir en tout cas trouver dans son accompagnement des outils où on est acteur soi. Parce que du coup, ça fait du bien de se dire qu'on a un impact sur son corps. Que ce soit par l'alimentation, que ce soit par les mouvements, enfin trouver ce qui nous va en fait. Mais de se dire que ça passe par nous et qu'on peut faire quelque chose pour nous, je trouve que ça aide en fait à traverser tout ça. Ouais, ça redonne du pouvoir d'action. Ouais. Du pouvoir d'action et donc ne pas déléguer ce pouvoir d'action au thérapeute ou à tout professionnel quel qu'il soit. Ouais. Et se dire vraiment que je pense que tout le monde est capable, enfin tout le monde a ça en soi. Par contre, on a tous un chemin différent.
et on a tous des ressources en fait insoupçonnées en nous et que c'est pas juste réservé à certaines personnes. Je pense qu'on est tous capables de le faire, chacun à son rythme, chacun à sa manière, et qu'on peut vraiment se surprendre en fait. Moi je me suis révélée et surprise, j'aurais jamais pensé que j'étais capable de faire tout ça en fait. Donc voilà. Donc s'écouter, se faire confiance et se dire qu'on a vraiment des ressources en nous et que c'est possible en fait qu'il y ait voilà. Envisager possible. Ouais, envisager possible. Super. On va terminer là-dessus Ouais. du coup, Florence. Merci beaucoup à Merci toi. à toi. Et je pense que vraiment ça va être bénéfique, utile et inspirant. Donc on commence 2022 super bien. Merci à toi. Merci.